Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Ça va prendre un petit moment aujourd'hui, mais c'est absolument nécessaire, je vous l'assure. Alors, c'est pas un clash, je suis pas en train de clasher Jordan X, c'est pas du tout Jordan X. Quand il exprime ses désaccords à mon encontre dans ses vidéos, il le fait toujours de façon courtoise. C'est également ce que je vais faire dans cette vidéo-là. On va complètement débunker la vidéo qu'il a faite qui s'appelle « Je termine Wissam sur l'immigration, il clash Geek and Fit ». Parce que c'est nécessaire, parce que c'est une vidéo dans laquelle on essaie de vous faire croire qu'il y a des liens entre immigration et criminalité, entre islam et criminalité. Et je veux absolument vous montrer, analyser déjà les sources qu'il a pu donner dans sa vidéo, pour commencer. Et puis ensuite, discuter un petit peu avec vous de ce genre de choses. Et c'est important. Et on va parler de beaucoup de choses. On va à la fois parler de l'impact de la religiosité sur la criminalité, la délinquance, l'usage de drogue, etc. On va parler des sources. Comment se fait-il que la réalité contredit systématiquement les droitards, systématiquement, mais qui sont convaincus malgré tout d'avoir raison. Donc on va expliquer un petit peu comment lit une source, de quoi c'est composé, puis on va parler de choses assez dures. On va parler de crimes d'honneur, on va parler de tournantes, etc. Et on va voir si tous ces phénomènes-là que les droitards associent toujours spontanément à l'immigration sont réellement liés à l'immigration. On va en parler. C'est une vidéo vraiment importante. Avant de commencer, on rend tout de suite à César ce qui appartient à César. Cette idée, elle vient de Naïf versus Expert, c'est lui là en bas à gauche. Donc, c'est cette vidéo. Jordanist42 se ridiculise dans l'affaire Wissam versus Geek and Fit. Et en fait, dans cette vidéo, il montre simplement très très rapidement que les sources utilisées par Jordanist ne disent pas ce qu'elles disent. Et j'ai choisi d'approfondir du coup le début de travail que Naïf versus Expert a commencé à faire et l'exposer sur Twitter en lisant ces études-là, donc en allant un tout petit peu plus loin. Mais l'idée de départ, elle vient de Naïf versus Expert, donc voilà, abonnez-vous à sa chaîne, vous likez ici sa vidéo. Si vous aimez cette vidéo, elle ne pourrait pas exister sans le travail préalable de Jordan X. Donc on va commencer par s'écouter quelques petits extraits du coup dans la vidéo, donc j'en ai choisi 3, un de 12 secondes, un de 20 secondes et un d'1 minute 15. Pour comprendre un petit peu ce dont il est question. Donc à 34 secondes, Jordan X explique la démarche de sa vidéo. Je suis tombé sur une vidéo de Wissam dans laquelle il s'en prend à Geek and Fit pour la simple raison qu'il a fait un tweet pour dire en gros que l'immigration génère de la criminalité et qu'il faut donc contrôler cette immigration. Monumentale erreur. Eh oui, parce que Wissam, pas content, s'en est pris à lui et a également envoyé quelques crottes de nez à Jack le Fou. Voilà. Donc ça c'est le début de la vidéo. Donc Gaïs a tweeté, effectivement, il y a 2 jours, « J'ai l'intime conviction que l'immigration massive non contrôlée, ce qui est en ce moment le cas en France à mes yeux, favorise la délinquance, la criminalité, l'insécurité, en particulier pour les femmes dans la rue, et que cela tire sur nos systèmes publics comme la santé qui sont déjà exsangues. » D'accord. Donc, en fait, il y a énormément de choses sur lesquelles je veux rebondir par rapport à ce tweet. Déjà, le système de santé est exsangue, non pas du tout à cause de l'immigration, mais à cause des différentes politiques de santé. Vous tapez crise, hôpital, politique de santé en France, etc. et vous comprendrez un petit peu ce qui est en train de se passer, la volonté de libéraliser les soins, la volonté d'aller vers un système de plus en plus américain où on va réserver la médecine de qualité aux personnes qui ont les moyens de pouvoir se la payer, et puis voilà, la médecine publique pour les autres. Donc voilà, la médecine est devenue une sorte de parent pauvre du gouvernement français. Elle est laissée à l'abandon, elle n'est pas financée. Vous avez je ne sais pas combien d'articles que vous pouvez lire à ce sujet-là. Les différents ministres de la Santé sont toujours interpellés par les journalistes sur ces questions-là. Ils noient le poisson à chaque fois. Pas de rapport spécial avec l'immigration. On commence. Donc l'immigration massive. Donc déjà, vous voyez, Gaïs, il dit qu'il est zététicien. Donc en fait, je sais qu'il dit « j'ai l'intime conviction que ». Mais étant donné que c'est quelqu'un qui se présente de la zététique, les gens accordent du crédit à ses propos, considère que ses propos sont vrais. Il faut être conséquentialiste quand on parle. Et donc, moi j'ai envie de poser une question. Qu'est-ce qui fait dire à Gaïs qu'actuellement, on est en France dans une immigration massive? Qu'est-ce qu'on entend par immigration massive? Ça veut dire quoi? On dit massif parce que c'est par rapport au pourcentage de la population française. L'augmentation de l'immigration a triplé récemment. C'est pas le cas. Et ensuite, il dit non contrôlée. Et puis il faut dire non, l'immigration elle est contrôlée en France. Évidemment qu'elle est contrôlée. On va dire un mot très rapide sur les OQTF. Les OQTF, parce que vous savez très bien que c'est le grand truc de l'extrême droite. Quand vous êtes sous OQTF, vous avez une obligation de quitter le territoire, ça ne veut pas dire que vous êtes un criminel. L'extrême majorité des OQTF n'ont jamais commis le moindre délit, le moindre crime dans leur vie. Ce sont des personnes qui viennent demander le droit d'asile, on refuse. On leur refuse le droit d'asile. Pour des raisons juridiques, certains d'entre eux, on ne peut pas les forcer à les renvoyer dans leur pays d'origine, pour leur sécurité, pour leur survie. Ils reçoivent ce qu'on appelle une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. On leur donne un délai
pour le faire, et c'est ça une OQTF. Certains d'entre eux rentrent, certains d'entre eux émigrent vers un autre pays, il y a une grande partie d'entre eux qui vont émigrer vers un autre pays pour tenter leur chance, en général en Grande-Bretagne ou en Allemagne, pour essayer d'obtenir l'asile par exemple. Et donc en fait l'immigration elle n'est pas du tout non contrôlée en France, il y a toute une série de mesures qui sont prises pour justement limiter les personnes qui peuvent obtenir un titre de séjour, obtenir le droit d'asile, obtenir la nationalité française, etc. Donc vous voyez, ce qui est en ce moment le cas en France à mes yeux, il faudrait le prouver ça. Elle a dit, ça favoriserait la délinquance, la criminalité, l'insécurité en particulier pour les femmes dans la rue. Donc il y a un problème assez important, c'est qu'effectivement Gaïs sous-entend, d'après lui, qu'il y aurait un rapport entre l'immigration et la délinquance. Et ça, c'est une accusation qui est grave. Et c'est une accusation qui peut tomber sous le coup de la loi, figurez-vous. Il y a une loi qui s'appelle la diffamation à caractère racial. C'est une loi qui peut vous condamner si vous tenez des propos qui essentialisent une communauté à certains types de comportements. Si vous dites les immigrés sont plus délinquants que les autres, ça tombe sous le coup de la loi, c'est de la diffamation raciste. C'est un truc que j'ai vérifié avec mon avocat. Et donc, ce sont des propos qu'on ne doit pas tenir, même en disant « je pense que ». Parce qu'il se trouve que les rapports entre la criminalité et l'immigration, la délinquance et l'immigration, non seulement ils sont beaucoup moins évidents que ce que vous pouvez imaginer, mais en plus de ça, je ne vais pas vous spoiler, on va le voir dans la suite de la vidéo. Et puis il parle de l'insécurité des femmes dans la rue. Bon, alors, il faut rappeler quelque chose. Donc, je tire ici ce document du gouvernement, d'accord, donc on ne peut pas penser que c'est des ultra-woke, c'est le gouvernement français, d'accord, la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, qui précise quelque chose qui est intéressant, dont j'ai déjà parlé je ne sais pas combien de fois dans mes vidéos, Cassandre le répète, Wissam le répète, Dany Raz le répète quand ils abordent la question, tout le monde le répète. 3 femmes sur 4 ayant été victimes de viol ou de tentatives de viol au cours de leur vie l'ont été dans l'espace privé, 3/4. C'est-à-dire par un membre de sa famille, un proche, un conjoint, un ex-conjoint, un petit ami. Parmi le quart restant, il y a des femmes qui ont subi des agressions sexuelles ou des viols dans le cadre de leurs études, dans le cadre de leur travail et, pour une minorité d'entre elles malheureusement, dans la rue. Et donc, on pourrait réagir à ça, quand il dit l'insécurité en particulier pour les femmes dans la rue, parce que si on réagissait de façon vraiment raisonnée, purement raisonnée, moi je ne dis pas que les femmes ne se sentent pas en insécurité dans la rue, si c'est le message que les femmes ont tendance à donner, il faut qu'on travaille effectivement là-dessus, mais concrètement, il est plus raisonnable d'avoir peur d'un environnement dans lequel on a l'habitude d'évoluer, son environnement privé, que d'avoir peur de la rue. Parce que les agressions sexuelles et les viols n'ont pas lieu dans la rue en France. La majorité de ces agressions sexuelles ou de ces viols ont lieu dans le cadre de votre cercle privé. Et donc vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut reprocher effectivement à ce tweet. Et la dernière chose que je voulais vous montrer avant ça, avant de passer à la suite... Non, ça on verra ça après. Donc voilà, donc effectivement, il y a tous ces trucs-là qui ont agacé Wissam, qui ont dit, Gaïs, tu peux pas affirmer que... Et puis Gaïs ensuite est allé parler chez Bad Mulch, et ça s'est mal passé, quoi. Il a tenu des propos... Lui ne voit pas le problème, j'ai essayé de lui dire, il l'a mal pris, vraiment mal pris, je vais pas révéler le contenu de nos échanges, mais il s'est mal comporté avec moi. Bon. Deuxième partie de la vidéo de Jordan X. Contrôler l'immigration réduirait la criminalité. Eh bien oui, dans une certaine mesure. D'ailleurs, Gaïs a sous son tweet laissé un lien vers une de mes vidéos qui explique tout ça en détail, mais apparemment Wissam s'en fout. Justement, on va revenir là-dessus. Qui remplit les prisons en France? Qui remplit les prisons? On va en parler beaucoup. Ou il l'a pas vu, et calme-toi, il a le droit. Donc oui, en effet, certaines populations d'immigrés se retrouvent malheureusement en surreprésentation dans les prisons, dans les actes délictuels et les actes criminels. Très bien, donc on va revenir là-dessus. Il y aurait une surreprésentation effectivement dans les prisons. Et ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et là je reprends l'argument de Wissam, qui est excellent. Et à partir du moment où tu fais ce constat, est-ce que tu t'arrêtes à ce constat ou est-ce que tu réfléchis? 100% des présidents de la République en France, sous les 5 républiques, étaient des hommes. Et t'en déduis quoi? Que les femmes sont pas faites pour gouverner? Mais non, en fait. Et c'est là qu'on a besoin du travail de la sociologie, c'est là qu'on a besoin du travail des sciences sociales, des gens qui vont aller sur le terrain pour essayer de comprendre en fait. Pour essayer de comprendre tous les déterminismes et tous les mécanismes qui peuvent expliquer qu'on aboutit à un constat. C'est là qu'on en a besoin. Et c'est là qu'il ne faut pas s'arrêter à vos impressions. Moi, j'en veux pas à Jordan X. Alors, je lui en veux un peu quand même, parce que, en fait, dans les commentaires de sa vidéo, vous voyez des trucs du style... ce genre de propos sont devenus tellement déconnectés du réel qu'on a l'impression que le type ne vit pas en France. Vous voyez, il parle de Wissam. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui sommes décorrélés du réel. C'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai réagi à ces vidéos-là. C'est parce qu'en fait, du coup, le public de Jordan X est convaincu par son discours. Et il est convaincu que c'est nous les bisounours qui vivons dans un monde imaginaire. Alors que, spoiler alert, les amis,
En fait, vous avez un problème avec la réalité. Vous avez un problème avec la réalité, je vous le dis. La dernière partie, du coup, que je voulais vous montrer de sa vidéo, elle est un tout petit peu plus longue, c'est à 4 minutes 18, il dit ceci. Original. Et un autre facteur également que la gauche déteste et qui pourtant existe, c'est le facteur culturel. La culture influence les humains. Ah là, ça te plaît pas? Par exemple, il y a des pays où brûler un humain dans la rue avec des pneus car il a volé une cagette de tomates, c'est la norme. C'est un Voilà. Donc là, ici, tu as un fait divers qui dit Parakou. Alors Parakou, c'est une ville du Bénin. J'ai pas eu l'occasion de la visiter malheureusement. Je crois que c'est une grande ville, il doit y avoir genre plus de 200 000 habitants, donc c'est vraiment une grande ville. Mort d'un présumé voleur de poulet, pas de tomates, après avoir été battu par la population. Et il dit, il y a un ensemble de pays dans lequel ça c'est normal, écoutez. facteur culturel. La culture influence les humains. Ah là, ça te plaît pas? Par exemple, il y a des pays où brûler un humain dans la rue avec des pneus car il a volé une cagette de tomates, c'est la norme. C'est un comportement qui est moralement acceptable et qui est pratiqué dans la rue à la vue, notamment des enfants. C'est la norme et c'est acceptable. Bon. Alors, bon... Le système judiciaire du Bénin s'inspire un petit peu du système judiciaire français pour toute une série de raisons qui ne sont pas forcément intéressantes, colonisation et compagnie. Et donc, quand on entend un truc comme ça, on montre un fait divers et on dit, regardez, c'est complètement banal, c'est acceptable, là, au Bénin. Bon, heureusement quand même que quand on lit des faits divers de ce truc qui se passe au Bénin, on voit qu'il y a des condamnations. Non, c'est pas du tout accepté de tuer des gens. Donc là, c'était un crime horrible, je vais même pas vous le lire. Condamnation à perpétuité pour l'assassinat d'une fille. Ça, c'était au Bénin. 12 ans de prison pour un agent de sécurité accusé de meurtre. Il y a un type qui a volé, il a tué la personne qui a volé, puis il a été condamné à 12 ans de prison. Donc en fait... Mais d'où il est en train de nous dire, là, Jordan X, qu'au Bénin, oh oui, non, mais le crime dans la rue, faire brûler des gens autour de pneus parce qu'ils ont voulu des poulets ou des cagettes de tomates, c'est complètement banal. Non, mais ils ont un système judiciaire comme nous, en fait. Ils considèrent que le crime n'est pas moral, que le crime doit être réprimé par la loi. C'est quand même grave d'affirmer ça, Jordan X. Petite pause, gardez bien à l'esprit une chose, si vous étiez né dans ces pays-là, vous feriez certainement partie de ces gens-là. Vous trouveriez... Ouais, quand vous allez au Bénin, c'est exactement mon expérience du Bénin, vous demandez aux gens, oui, alors c'est quoi un petit peu les coutumes du pays ? Il dit, nous, vous savez, on aime bien un peu faire la fête dehors, on a des traditions par rapport à nos morts pendant nos veillées funèbres, et puis on fait brûler des gens autour des pneus comme ça. Oui, c'est tout à fait mon expérience au Bénin, Jordan X, oui, absolument, oui. Ah, vous allez me dire que du coup, j'ai dû rencontrer que des beaux gauchos béninois. Voilà. Certainement, ça tout à fait acceptable. Bref, et forcément, un enfant qui grandit dans un environnement comme ça, faut pas avoir bac+12 master 8 en psycho pour comprendre que ce genre d'environnement a tendance à désinhiber les citoyens. C'est ça le problème, c'est votre mépris que vous avez déjà pour les gens qui ont fait des études et pour les sciences sociales. En fait, il faut bac+8 pour comprendre, justement, pour comprendre les phénomènes de violence, pour comprendre ce que l'immigration peut entraîner, pour comprendre pourquoi il y a une surreprésentation des populations immigrées, pas toutes les populations immigrées, on va en reparler justement dans la vidéo, des populations immigrées très spécifiques. Bien sûr qu'il faut bac+8 pour ça, bien sûr qu'il faut des personnes qui ont travaillé pour nous donner des clés, pour nous permettre de le comprendre. Qui deviennent plus violents et exportent cette caractéristique dans le pays d'accueil. Oh là, on va faire brûler des gens dans des pneus, c'est une caractéristique du Bénin, il n'y a pas besoin d'avoir faire bac+8 en psycho pour le savoir ça. Phénomène d'ailleurs connu que l'on nomme la brutalisation. Petite précision, tout ce que je vous dis ici concernant les facteurs est sourcé. J'ai mis toutes les sources sous la vidéo. Donc au final... Il l'a fait, effectivement, il a mis toutes les sources sous la vidéo. Quand on a Geek and Fit qui dit qu'il faut contrôler l'immigration pour réduire la criminalité, oui, ça fait partie des facteurs à prendre en compte pour réduire la criminalité, oui. Car tu te doutes bien que si tu ne contrôles pas l'immigration d'un pays, de facto, tu vas faire venir majoritairement des jeunes hommes pauvres, issus d'une culture où la violence est la norme. Et on l'a vu, quand une population de jeunes hommes pauvres arrive dans un pays, oui, ça augmente les risques de criminalité au sein du pays d'accueil. Donc... Voilà pour les extraits. Bien. Il a mis des sources. Alors, il y en a une, elle marche pas. Celle-là, elle marche pas. L'avant-dernière, oups. Il a dû trouver en ligne juste un truc qui parlait d'immigration, il a dû le mettre. Donc, il a mis 9 sources. Très bien. 9 sources, vous l'avez entendu, pour justifier qu'il y a un rapport entre l'immigration et la criminalité. Il parle aussi d'islam dans sa vidéo. Je ne vous ai pas montré les liens vidéo, mais bref, il parle aussi de l'islam, de la relation entre l'islam et la criminalité. Bref, la religion. La première des choses dont on va parler, est-ce que je vous le montre maintenant ce truc-là ? Non, je vais vous le montrer à la fin. À la fin, on va parler, je vais vous montrer un document dans la dernière partie de la vidéo qui fait le lien entre la religiosité, donc l'adhésion à des pensées religieuses, à une religion, et la criminalité, la délinquance, l'usage de drogue. On en reparlera à la fin. Première source qu'il nous donne, c'est celle-ci. Crime and Immigration, Evidence from Large Immigrant Waves. Bref, grosso modo, ce que j'ai fait, c'est que tout ça, j'ai partagé ça sur un thread Twitter.
Et j'ai fait des captures d'écran de ce qui m'intéressait. Alors les gens sur Twitter, il faut absolument qu'on en parle tout de suite, c'est important, m'ont dit « Ouais, non mais t'as pris des petites captures d'écran pour machin. » Alors, bon, comment ça fonctionne ? Une étude, vous avez souvent un abstract, c'est-à-dire une sorte de résumé qui est libre, et la plupart du temps, on n'a accès qu'à l'abstract. C'est-à-dire que si vous voulez lire l'étude en entier, soit vous passez par Sci-Hub, soit vous êtes obligé de la payer, une fortune. Quand vous avez un descriptif du contenu de l'étude, un descriptif rapide, soit vous l'avez juste dans l'abstract, c'est ce qui va être le cas ici, donc j'ai simplement fait traduire automatiquement le résumé, soit parfois vous avez carrément un résumé des différentes parties des articles. Et il y a dans les publications scientifiques, certaines règles scientifiques, vous avez un modèle de publication de papier scientifique, qui est un modèle très classique qu'on retrouve très souvent, qui s'appelle le modèle IMRAD, I pour introduction. On explique un petit peu ce qu'on va faire. M pour matériel et méthode, quelles sont toutes les méthodes qu'on a mises en œuvre dans notre étude pour pouvoir montrer que. R pour résultat, voilà la description de nos résultats, et D pour discussion. A c'est end et D pour discussion. Et donc en fait ce qui est intéressant la plupart du temps, c'est pas tant d'aller lire la partie résultat, parce que la partie résultat va vous montrer pas mal de trucs, mais de lire la discussion. Qu'est-ce qu'on comprend de nos résultats ? Parce que ce qu'on m'a reproché est profondément malhonnête, on m'a dit oui mais dans les résultats, quand ils examinent le rapport entre la délinquance et l'immigration, ils disent que, et en fait ils évaluent 9 points, 9 points dans la façon d'évaluer la criminalité, les viols par effraction, les viols sans effraction, les voies de fait, etc. Et il y en avait une dans lesquelles il disait oui, il y a une petite corrélation entre immigration et ça qui est légère. Et dans toutes les autres, il n'y en a pas. Et donc, moi j'avais évidemment screené la conclusion dans la discussion, où il disait dans la discussion, en fait, il n'y a pas de lien. Donc voilà, si vous voulez, ne faites pas de cherry picking dans votre cherry picking, quoi. Donc, voici les 9 des 10 sources consultables que Jordan X nous donne pour prouver les rapports entre immigration, islam, parce qu'il le sous-entend, il le dit même, et délinquance. Donc, si on fait une traduction du résumé de ce premier article, qui date de 2013, on lit la chose suivante. Cet article se concentre sur les liens empiriques entre la criminalité et l'immigration, en étudiant 2 grandes vagues d'immigration récentes au Royaume-Uni, 90 et post-2004. La première vague a entraîné une augmentation modeste mais significative des crimes contre les biens. Donc si vous voulez, parmi toute la façon dont on a de mesurer la criminalité, il y a eu une augmentation entre immigration et crimes contre les biens, les vols par exemple, et rien dans le reste, tandis que la deuxième vague a eu un impact légèrement négatif. Il n'y a eu aucun effet sur les crimes violents, les taux d'arrestation n'étaient pas différents et les changements dans la criminalité ne peuvent pas être attribués aux crimes contre les migrants. Bref. Les résultats concordent avec l'idée selon laquelle les différences entre les opportunités sur le marché du travail des différents groupes de migrants déterminent l'impact potentiel de criminalité. Donc, pas de rapport avec l'immigration, un rapport avec la capacité de s'intégrer dans le marché du travail. Bien, ça c'était la première source. La deuxième source qu'il cite, c'est une source qui vient de Social Science Research, qui date de 2005, que voici. Et sur laquelle on peut lire dans la partie de la conclusion, malgré les commentaires populaires affirmant un lien entre immigration et la criminalité, les recherches empiriques explorant cette relation sont rares. La littérature sur l'immigration et la criminalité manque particulièrement de prendre en compte la manière dont l'immigration affecte les taux de criminalité au niveau macro. C'est une traduction par Google, je vous prie de m'excuser. Bien que les études individuelles sur la criminalité et la victimisation des immigrants tendent à démontrer que les immigrants commettent généralement moins de crimes que leurs homologues nés dans le pays, l'effet de l'immigration sur l'ensemble de la délinquance est moins clair. Dans cette recherche, on tente de remédier à cette faiblesse de la littérature en examinant les effets de certains aspects de l'immigration sur les taux de criminalité dans les zones métropolitaines. Nous combinons les données du recensement américain de 2000 et celles du Uniform Crime Report de 2000 pour explorer la façon dont la population née à l'étranger influence la délinquance criminelle dans un échantillon de zones métropolitaines. Après avoir pris en compte une multitude de caractéristiques démographiques et économiques, nous constatons que l'immigration n'augmente pas les taux de criminalité et que certains aspects de l'immigration diminuent la criminalité dans les zones métropolitaines. Donc Jordan X qui vous dit voilà une deuxième source qui montre que l'immigration entraîne de l'insécurité, la source dit précisément l'inverse. Troisième source qu'il utilise, est-ce que les immigrants sont responsables des crimes ? On lit dans le résumé. On examine la relation empirique entre l'immigration et la criminalité dans les provinces italiennes au cours de la période 90-2003. C'est génial parce que Jordan X nous propose en fait une sorte de mini-revue de littérature qui se base sur différentes vagues migratoires dans différents pays du monde qui aboutissent tous à la même conclusion. C'est génial. En nous appuyant sur les dossiers administratifs de la police, nous montrons d'abord que la taille de la population immigrée, écoutez c'est intéressant, est positivement corrélée à l'incidence des crimes contre les biens et au taux de criminalité globale. Donc là, ça va un peu dans son sens. Ensuite, nous utilisons des variables instrumentales basées sur l'immigration vers des pays de destination autres que l'Italie pour identifier l'impact causal des changements exogènes dans les populations immigrantes italiennes. Selon ces estimations, l'immigration n'augmente que l'incidence des vols, ce qu'on avait vu dans la précédente étude, sans affecter tous les autres types de criminalité.
Étant donné que les vols qualifiés représentent une fraction très mineure de toutes les infractions criminelles, l'effet sur le taux de criminalité global n'est pas significativement différent de zéro. Merci Jordan X. La source suivante, elle est géniale, on va se la garder sous le coude pour la fin. N'est pas du tout une source qui parle de rapport entre l'immigration et la délinquance, c'est un article du Cairn, merci de l'avoir partagé Jordan X, qui parle des discriminations au faciès. Et je vous assure qu'on va se la garder pour la fin de la vidéo, celle-là. Cinquième source, est-ce qu'il y a un lien entre délinquance et immigration? Ah, très bien. Donc ça vient de... ça doit être le musée de l'immigration, je pense, à Paris. Les personnes nées à l'étranger sont quant à elles condamnées à raison de plus de 1 sur 4 à un emprisonnement ferme contre moins de 1 sur 6 nés en France, on va y revenir. Les étrangers sont plus facilement condamnés pour les mêmes faits que les Français. On en revient à la fin. Elles sont également davantage condamnées à un sursis simple, 35,5% contre 28,9% condamnés en France. Ces chiffres, c'est pas ceux que j'ai lus tout à l'heure. 2020, alors peut-être que c'est pas sur les mêmes dates, on verra après. Sous-représentés parmi les auteurs d'infractions routières, les prévenus nés à l'étranger sont plus souvent jugés pour des vols simples, d'autres légères atteintes aux biens, et naturellement pour des infractions liées à la situation irrégulière de certains d'entre eux. Infraction à la police des étrangers. La police des étrangers, c'est quoi? Du coup, c'est un système de police. Alors, il y a eu un avis de la Cour de cassation qui a demandé à ce qu'on arrête de les mettre en garde à vue, mais pendant un temps, on pouvait mettre en garde à vue les gens sous OQTF qui étaient toujours en France. On allait les voir, ils sont sous OQTF, on dit vous n'avez pas le droit, on les met en garde à vue, puis on les laisse sortir. C'est stupide, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, c'est une discrimination supplémentaire. Je crois que la Cour de cassation avait annulé ça. Le fait qu'ils ne soient pas surreprésentés dans les affaires les plus graves démontre qu'il s'agit pour l'essentiel d'une petite délinquance de survie. Ceux-ci cumulent en effet davantage que les natifs les marques du paupérisme, in-emploi, ressources très faibles, etc. Et donc en fait, là, ils disent que parmi les personnes immigrées, si elles sont en situation de pauvreté, on remarque de la délinquance de survie. Rien à voir avec l'insécurité, les crimes violents, etc. 6e source qui nous partage, Jordan X. Repenser le crime et l'immigration. Tout ça, c'est un truc qui a été partagé, je ne sais plus où. Bref, une étude qui a été partagée, je ne sais plus où, que Jordan X nous envoie, dans laquelle on lit, dans la conclusion, dans les sociétés modernes, on pose l'hypothèse que l'immigration ne mène pas à une augmentation de la criminalité, mais que ce serait plutôt l'inverse. Voilà. Je vous les mettrai, vous irez tout lire, hein, si vous voulez tout lire, vous n'hésiterez pas. Vous n'hésiterez pas. 7e source, l'immigration et le crime. On parle d'un problème qui irrésolu pour l'instant. Alors là, qu'est-ce que ça dit? Donc la conclusion, c'est de se dire, on a besoin d'un petit peu de clarté pour pouvoir répondre à la question, est-ce qu'il y a un rapport direct entre immigration et criminalité? Jordan X, c'est encore un article qui n'affirme pas que c'est lié. Le 8e lien qu'il envoie parmi les 9 consultables, c'est un truc qui vient du ministère de la Santé publique du Canada, dans lequel on peut retrouver, bien que beaucoup de raisons peuvent nous faire supposer qu'il y a un rapport entre l'immigration et la criminalité, quand on regarde un petit peu les études empiriques qui ont été faites pendant un siècle, on montre que les immigrés, au contraire, sont plutôt sous-représentés dans les statistiques criminelles. On a quelques explications pour cette découverte, mais il semblerait, ça dit absolument pas la même chose que ce que Jordan X prétend. Et le dernier lien qu'on peut consulter est en allemand. Vous pensez bien que celui-là, je l'ai fait traduire? Le pire, c'est que je pourrais le lire encore. Eine einfache Formel für Zusammenhänge zwischen Migration und Kriminalität. Bref. Qui dit la chose suivante? Il n'y a pas de formule simple pour établir les liens entre immigration et criminalité. Les situations de vie et les phénomènes criminels associés sont trop divers. S'intéresser uniquement à la proportion d'étrangers dans les statistiques de la criminalité, exactement ce qu'ils font, tend à obscurcir cette idée plutôt qu'à l'éclairer. Dans l'ensemble, les statistiques de la criminalité et les enquêtes tendent à montrer une augmentation des proportions parmi les migrants. À y regarder de plus près, selon le domaine d'infraction, il existe différents sous-groupes, parfois petits, en fonction du lieu de résidence, de la période d'immigration, de la participation sociale, de l'origine et de la composition démographique. Les risques accrus sont souvent liés à des circonstances et à des expériences de vie limitées et stressantes. Un aspect clé est l'accès au marché du travail. La délinquance grave et répétée ne touche qu'une petite minorité parmi les migrants et leurs descendants. Voilà. Donc vraiment, 9 études qui disent quasiment systématiquement l'inverse de ce que prétend Jordan X. Il y aurait des liens évidents entre délinquance et criminalité, etc. Soit. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il pourrait éventuellement y avoir des rapports de fait entre la criminalité et vos conditions matérielles de vie, vos conditions matérielles quotidiennes.
Si vous souffrez de pauvreté, que vous êtes exclu du monde du travail, etc., vous avez un risque de participer à une forme de délinquance de survie. Voilà ce qu'on voit un petit peu partout. Il semblerait qu'il y ait un rapport, d'après tout ce qu'on a pu lire, entre l'immigration et l'atteinte aux biens. Voilà. Ou la délinquance de survie. Mais que pour le reste, immigration et criminalité en général, ce soit complètement faux de l'affirmer. Et l'islam ? Ah, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas parlé d'islam, hein. Non, c'est tous les jours. Et l'islam alors ? Eh bien, je vous recommande. Alors, c'est une méta-analyse que m'a envoyée Paduring, figurez-vous. Parce que Paduring, on s'est réconciliés. Voilà, j'adore faire croire aux gens qu'on se dispute avec Paduring. Donc, religion, délinquance et usage de drogue. Une méta-analyse qui date de 2015. Le rapport entre la pratique religieuse, la religiosité, comme il l'appelle, la délinquance et l'usage de drogue. Méta-analyse. C'est long, c'est compliqué, c'est de l'anglais. Je n'ai pas réussi à le traduire, enfin, clic droit, traduction, je ne sais pas. Non, traduire en français, là, c'est pas machin. Mais, si on va au résultat, alors, ça aurait été bien que je le garde sous le bras. C'était après ça, je crois. Alors, attendez, je vais vous retrouver ça. Donc, grosso modo, et vous savez quoi ? On va même pas le lire. Vous allez me faire confiance sur parole, je vais vous le mettre dans la description parce que je sens que je vais avoir du mal à le retrouver. Grosso modo, c'est pas sur l'islam, c'est sur la religiosité, d'accord ? Sur les religions. Il y a une corrélation directe entre la religion et la criminalité. Et cette relation est inversement proportionnelle. Et c'est la même chose pour la délinquance, c'est la même chose pour l'usage de drogue. L'adhésion à des croyances religieuses, l'adhésion à des groupes religieux semblerait, d'après cette méta-analyse, une méta-analyse quand même, hein, ils aiment bien ça, hein, les statisticiens d'habitude, hein, semblerait protéger l'individu de la criminalité, de l'usage de drogue et de la délinquance. Et donc, alors ils ne divisent pas par religion, hein, d'accord ? Mais il n'y a aucune raison d'imaginer que ça concernerait toutes les religions du monde, mais sauf l'islam. Hein. Donc voilà, cette étude, je vous la mettrai évidemment en description. Vous pourrez aller la lire. Alors attendez, ça va être dans les discussions, j'aurais bien aimé juste vous lire, je crois que je me rappelle à peu près l'étage dans lequel c'est. Et ben voilà, regardez, il suffisait juste que je prenne 30 secondes. Donc, globalement, les résultats de notre méta-analyse ont tendance à nous dire quoi ? Que la religiosité, que ce soit dans le comportement, dans les croyances, etc., est inversement reliée à la délinquance, à l'usage de drogue chez les adolescents. Et après, il développe un petit peu plus. Donc, ce serait plutôt un facteur de protection. Ah. Qui vit dans un pays de bisounours, Jordan X ? Qui vit dans un pays de bisounours ? Qui a un problème avec la réalité, en fait ? Donc maintenant, il y a une question qu'il faut se poser. Parce que vous dites tout le temps, comme si c'était une évidence, il y a une surreprésentation des criminels dans les statistiques. Encore une fois, j'ai un problème avec vos définitions des mots. Qu'est-ce que vous entendez par une surreprésentation ? Qu'entendez-vous par surreprésentation ? En France, il y a actuellement 8% d'étrangers qui vivent sur le sol français. 92% de Français. Qu'est-ce que vous entendez par surreprésentation ? Je ne sais pas, le triple peut-être ? C'est-à-dire que s'il y a 8% d'étrangers qui vivent en France, vous vous attendriez à ce qu'il y ait 24% d'entre eux que 24% des condamnés soient des étrangers. Qu'est-ce que vous entendez par surreprésentation ? Parce que les chiffres de la criminalité en France par nationalité, ils sont difficiles à obtenir. Les statistiques techniques sont a priori interdites. Mais il se trouve que le ministère de l'Intérieur, qui n'est pas non plus très woke, a partagé, page 82 de son rapport, il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est le trait que m'avait fait Facepsio, pour dire après qu'il m'avait jamais demandé de l'effacer. Hein. Sécurité et délinquance en 2022, service statistique ministériel de la sécurité intérieure, et on retrouve page 82, les statistiques des agresseurs sexuels. Voilà. Qui seraient tout le temps des musulmans ou des immigrés. Et est-ce qu'il y a une vraie surreprésentation de cette population-là dans les crimes sexuels ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Vous le voyez, donc 92% de la population française est composée de Français. Et, 8% d'étrangers. Et bien dans les infractions à caractère sexuel, on retrouve 87% de Français, 13% d'étrangers. Donc, oui, il y a une légère surreprésentation, effectivement. De 8% d'étrangers, les retrouver dans 13% des frais d'agression sexuelle, d'accord, ok, il y a une différence. Est-ce qu'on peut parler de surreprésentation ? Alors, ce qui les a fait bugger, c'est ça.
C'est des immigrés qui viennent d'Afrique, il y en a 3,5%, ils sont 8%, regardez, les Africains, c'est des violeurs, machin. Bref, ils pètent un câble, quoi. Qu'est-ce que vous entendez par surreprésentation, du coup ? Sincèrement, ça vous paraît être un détail sémantique, ce que je vous dis là, mais non, en fait, parce que c'est la base de leur argument. C'est les étrangers qui, les étrangers qui, les étrangers qui. 87% des auteurs d'infractions sexuelles en France, 87% sont commises par des Français. Alors oui, c'est légèrement supérieur légèrement inférieur au nombre de Français en France, mais je sais pas, ouvrez les yeux, quoi. Donc, maintenant, vous vous souvenez de cet article du Cairn qui Jordan X avait partagé comme étant une preuve qu'il y avait un rapport entre la délinquance et l'immigration. Eh bien, lisons-le. Il parle d'une enquête, par exemple, en France, qui affiche des taux élevés des membres des minorités qui ont été contrôlés au cours des 12 derniers mois pendant l'enquête. Donc, grosso modo, les subsahariens ont été contrôlés en France en moyenne 3,2 fois, les nord-africains 3 fois et les français 2,2 fois. Quant à la manière dont le contrôle s'est déroulé, la France se distingue par la fréquence beaucoup plus importante des fouilles de personnes ou de véhicules. Parmi les personnes qui ont été fouillées en France au moment où ils avaient fait l'étude, 38% de nord-africains, 46% de subsahariens et 21% de majoritaire des Français. Bon. Des aberrations comme ça, vous en avez partout dans ce document. Partout. De contrôle aux faciès, de suspicion de criminalité parce que la personne elle est noire, parce que la personne a une barbe et ressemble à un musulman. Il y en a partout. Vous voyez très bien, hein. L'enquête sur les contrôles d'identité à Paris, le choix des sites d'observation où ils vont contrôler à Barbès, hein. Ils viennent pas contrôler là où j'habite actuellement, hein. Le choix des variables, l'origine apparente qui justifie la discrimination dans le contrôle aux faciès, d'autres caractéristiques individuelles, comment ça se passe entre les policiers et les personnes contrôlées, etc. Ce document est une mine d'or qui montre à quel point la France applique de la discrimination sur ces populations-là. Donc, ça peut faire partie effectivement de la réponse de pourquoi ils sont légèrement plus représentés dans les statistiques de la criminalité pour les violences sexuelles, en tout cas. Parce que pour le reste, vous l'avez vu dans toutes les autres études, il n'y a pas de lien entre l'immigration et la délinquance. Mais si on les retrouve plus en prison, là vous avez une des explications. Premièrement, c'est parce que leur rapport direct avec la police est beaucoup plus fréquent que si vous êtes un blanc. Donc évidemment, quand vous avez les flics en permanence chez vous, si vous commettez un délit, n'importe lequel, genre griller un feu rouge, s'il y avait 3 flics autour, les flics le voient, et donc vous subissez une infraction. L'infraction, du coup, elle est constatée, vous la payez, paf, vous rentrez dans les statistiques du ministère de l'Intérieur, encore un noir qui a grillé un feu rouge. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça donne quand même une bonne indication. Il y a des flics autour des immigrés, beaucoup. Il y a beaucoup de flics autour des immigrés, et nous, on en croise des flics, les blancs, dans la rue. Vous avez été contrôlé, vous, déjà ? Moi, ça m'est arrivé une fois. Et je l'avais mérité, je m'étais pas arrêté à un stop. Ils avaient un peu abusé parce que j'avais bien ralenti, mais j'avais pas marqué l'arrêt, donc je m'étais fait arrêter, machin. Et j'avais pas pris d'amende, je m'étais fait arrêter. Eux, non seulement il y a beaucoup plus de flics là où ils habitent, mais en plus de ça, ils subissent beaucoup de discrimination, dont du contrôle strictement en faciès. Lisez le document en entier. Je l'ai lu, c'est absolument révoltant. Bref. Ensuite. Ah oui, j'avais mis ça. En plus de ça, je suis un blanc, je vais être condamné pour un crime. On va appeler le crime X. À côté de moi, le même jour, dans la salle d'audience, c'est Wissam, tiens. Wissam et moi, on fait la même bêtise, lui et moi. Vous voyez, on est dans la rue, on se fait embrouiller par quelqu'un, on lui met chacun un coup de poing, symétrique. Moi, je lui pète l'arcade sourcilière gauche, Wissam lui pète l'arcade sourcilière droite, il perd exactement la quantité de sang, etc. On a fait exactement la même chose, d'accord ? On est contrôlé, on passe tous les deux devant la justice, ok ? Et on va être jugé pour exactement les mêmes faits. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Donc voilà un article partagé par le Cairn, encore une fois, qui dit la chose suivante, donc paragraphes 15 et 16, donc voilà, ça s'appelle étrangers incarcérés, étrangers délinquants, qui dit la chose suivante. Si les étrangers sont si nombreux en prison, c'est que pour un même délit, ils y sont plus souvent, plus longtemps condamnés, et qu'ils y restent. Le fait qu'ils représentent 14% des condamnés et 24% des détenus ne peut en effet pas être expliqué par la gravité des délits commis. À délit et mode de jugement égal, les étrangers sont plus lourdement sanctionnés que les nationaux. Donc vous voyez, pour les faits que je vous ai décrits, Wissam il prend plus cher que moi. Ainsi, en 98, pour un délit unique d'usage de stupéfiants examiné par jugement contradictoire, 15% des étrangers présentés ont été sanctionnés par une peine de prison, contre 9% des Français. Cet écart montre à 52% contre 37% pour les vols avec effraction. Mais surtout, ces peines de prison sont en moyenne plus longues que celles des Français. Non seulement parce que les étrangers sont surreprésentés dans certaines catégories de délits lourdement sanctionnés, trafic de stupéfiants, vol avec violence, mais aussi parce qu'à délit égal,
Ils bénéficient moins du sursis et sont condamnés à des peines de prison plus fermes et plus longues que les nationaux. Voilà. Désolé Wissam, je sors de prison avant toi. Je récupère ta chaîne, t'inquiète pas. Je m'en occupe. Je récupère Parole d'honneur. Ça entre de bonnes mains. Oh, le pauvre. Il va revenir. Je vais faire un truc que de féminisme, il va être dégoûté. Bien. Bon, vous le voyez, non seulement les droitards, ils sont pas capables d'aller chercher des sources, ils sont pas capables de les comprendre. Les sources vous disent qu'il n'y a pas de rapport entre l'immigration et la délinquance, sauf pour de la toute petite délinquance de survie ou des atteintes aux biens qui représentent une telle infime proportion de la criminalité qu'on ne peut pas considérer que ça fait bouger la criminalité. On parle de l'islam comme une religion machin un peu rétrograde. Vous avez une méta-analyse qui vous explique qu'en fait la religiosité a tendance à protéger au contraire les individus de la criminalité. Et maintenant il y a le culturel. Alors le culturel, ça ils nous le disent tout le temps. Oui mais culturellement, machin, les viols collectifs, les tournantes, etc. Bien. Alors, les tournantes. Donc, grosso modo, je vais vous mettre un article qui était écrit par Laurent Mulchelli en 2005, avant qu'il vire un peu complotiste, le pauvre. Enfin, le pauvre. Il est adulte et vacciné. Hein. Grosso modo, en 2001, je crois que c'était Nicolas Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur, il y a eu un fait divers. Un fait divers qui s'était passé à Fontenay-sous-Bois, je crois, d'un viol collectif d'une jeune femme dans une cité. Et donc, explosion de ah oui, mais vous comprenez, les Arabes, machin, les musulmans, tout ça, ils savent pas se tenir, c'est dans leur culture, etc. Et peut-être que quand on vous parle de viol collectif, ce qu'on appelle vulgairement des tournantes, peut-être que quand on vous parle de viol collectif, vous associez ça à l'immigration, c'est possible. C'est une erreur. C'est une erreur de l'associer à l'immigration. Cet article retrace un petit peu l'histoire de ces viols collectifs. Essaye de comprendre d'où ça vient en France, à partir de quand on a commencé à en parler, à le judiciariser, etc. Et la réponse, elle intervient bien avant les vagues migratoires. Elle intervient dans les années 60. Beaucoup d'exemples pourraient être produits sur des périodes plus ou moins anciennes. Attardons-nous ici sur les années 60, car il existe un important corpus de recherche sur la délinquance juvénile, produite notamment au centre de recherche d'éducation surveillée à Vaucresson. À cette époque, le débat public est marqué par le surgissement de la figure des blousons noirs. Bon, si vous ne savez pas de qui il s'agit, bref. C'était des sortes de punk, plus ou moins d'extrême droite, machin. Pas loin d'être les premiers skins, quoi, pas loin. Et parmi les choses les plus graves qui leur sont reprochées, figurent précisément les viols collectifs, des viols en réunion selon la catégorie juridique. En témoigne par exemple un article de presse dans lequel on lit en 66, on ne va pas le lire. Grosso modo, ils expliquaient que c'était des rites de passage. Des rites de passage, et que c'est un truc qui a pris beaucoup d'ampleur, et que c'est là qu'on s'est aperçu en France qu'il fallait le juger, en fait. Et donc, si vous voulez, même quand on a des représentations comme ça, culturelles, il faut se rendre compte qu'elles sont teintées de racisme. C'est-à-dire qu'envisager que les viols collectifs, ce serait un truc culturel des pays arabes, c'est du racisme. C'est de la pensée raciste. Et c'est exactement la même chose pour ce qu'on appelle le crime d'honneur. Alors, le crime d'honneur, il n'y a rien qui va dans les dénominations. Le crime d'honneur s'oppose au crime passionnel. Alors, il n'y a pas de crime passionnel, il n'y a que des féminicides, il n'y a pas de crime d'honneur, il n'y a que des féminicides. On s'entend bien. Le crime dit passionnel, qui est juste un féminicide, un crime de dépossession, pour le coup, vous savez, c'est vous tuez, le conjoint tue sa femme parce qu'il veut la contrôler, la femme veut partir, il la tue. Voilà, c'est un truc de contrôle. Le crime dit d'honneur, il y a eu un truc qui s'est passé, souvent autour de votre femme, c'est toujours relié à du sexisme comme pas possible, à du masculinisme, à du machisme, et du coup vous prévoyez votre vengeance, c'est ça la différence. Et les gens nous disent très souvent, oui mais vous savez, les crimes d'honneur c'est un truc qui est lié à la religion musulmane, machin, on le lit en permanence. Bon, selon Amnesty International, le crime d'honneur, c'est une pratique ancienne, consacrée par la culture plutôt que par la religion. Il semblerait que ce soit une erreur de lier le crime d'honneur à une zone géographique ou à une région en particulier. Le crime pour l'honneur existait déjà dans l'Antiquité, en Europe médiévale, dans les pays arabes à l'époque pré-islamique. Il apparaît dans les régions où domine une culture de l'honneur plutôt qu'une culture du droit. Ok ? Tout simplement. Il est vrai que c'est un fléau en Jordanie et au Pakistan, mais l'Indonésie, pays très majoritairement musulman, ne connaît pas ce phénomène. Il sera relié plutôt qu'aux pays musulmans, à ceux qui se caractérisent par un islam politique. Du fait que ces pratiques se sont rencontrées dans toute l'histoire, le point de vue sociologique peut être complété par une explication plus biologique. Bref. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas eu besoin de l'islam pour qu'il existe dans tous les pays du monde des crimes d'honneur, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que quand aujourd'hui vous entendez des gens qui veulent sortir de la démonstration statistique, comme Jordanix a tenté de le faire, qui veulent sortir des sources, pour juste toucher un peu vos émotions en vous parlant des viols collectifs, des crimes d'honneur, sachez-le, crimes d'honneur, ça existait à l'Antiquité.
Les crimes d'honneur, ça existait bien avant l'invention des religions monothéistes. Les viols collectifs, c'est un truc qui a été majoritairement pratiqué en France à partir des années 60 par une sorte de pré-mouvement skinhead, entre guillemets. C'est un peu faux ce que je suis en train de dire là, mais vous voyez ce que je veux dire. Quelle que soit la façon dont on envisage ce sujet-là, en fait, quand on commence à creuser, on s'aperçoit qu'ils sont dans le tort. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils vous disent « Ouais, mais on a l'impression qu'ils vivent dans des pays de bisounours. » Mais qui a un problème avec la réalité, en fait? Et donc, pour conclure, vous comprenez bien que Wissam, qui est très au fait de ces questions-là, quand il voit le tweet de Gaïs, j'ai l'intime conviction que l'immigration massive non contrôlée, ce qui est en ce moment le cas en France à mes yeux, favorise la délinquance, la criminalité, l'insécurité en particulier pour les femmes dans la rue, et que cela tire sur nos systèmes publics comme la santé, vous comprenez que quand on voit qu'il n'y a aucun mot qui fonctionne là-dedans, qu'il n'y a aucun mot qui semble vrai, tu vois qu'on devrait effectivement faire appliquer les OQTF pour les personnes commettant des choses graves avec plus de fermeté. Mais déjà, bon, c'est quasiment tout le temps le cas. C'est-à-dire que si vous êtes OQTF et que vous avez violé la loi, là, vous avez quasiment aucune chance. Hein. Bref, c'est pas des récidivistes. Les personnes sous OQTF qui, par exemple, vous savez, il y a eu un accident là, alors on va pas revenir là-dessus, mais très rapidement, vous avez 3 personnes qui conduisaient une voiture qui ont percuté une femme malheureusement qui est décédée, qui bloquait la route, une agricultrice. Et puis la droite avait tweeté, oui, encore quelqu'un sous OQTF qui a tué une femme. Ils ont un casier judiciaire vierge jusque-là. Ils avaient un casier judiciaire vierge. Vous êtes sous OQTF et on vous ouvre un casier judiciaire, c'est terminé, quoi. Donc vous voyez, en fait, là-dedans, il n'y a que de la panique. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que de la peur dans ce tweet. Il n'y a rien de concret. Et quand on s'intéresse aux sources que eux-mêmes nous donnent, on s'aperçoit que, voilà, ils sont complètement à côté de la plaque. Et la vidéo, et je vous ai gardé ça pour la fin, même si vous l'avez peut-être vu, s'appelle « Je termine Wissam sur l'immigration », quoi. Je termine Wissam sur l'immigration. Bon, Wissam, si tu te sens terminé, j'espère que désormais tu te sens déterminé. Inversement terminé, quoi. Bref. Allez, c'est beaucoup trop long. 40 minutes, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. J'espère que ça vous a intéressé quand même. Je vous mets tout dans la description. Pas mes captures d'écran, parce que je sais pas comment faire. Mais je vous mets tout ce qu'on a vu dans la description. Commencez par la vidéo de Naïf versus Expert. On rend à César ce qui appartient à César, c'est lui. C'est grâce à lui que cette vidéo existe. Merci à toi. Merci à vous. Prenez soin de vous. Passez un bon dimanche. Je vous aime fort. Restez très gentil avec Jordanix, s'il vous plaît. Et je vous dis à très vite. Salut.